Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Bon, si vous regardez cette vidéo, sachez que à ce niveau-là, on a fait les 2 tiers du programme de première. Le troisième tiers, le plus souvent, n'est pas très souvent vu en cours. Si vous arrivez à ce niveau-là, déjà, je vous félicite. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe et des débuts de la Première Guerre mondiale. Pourquoi l'Europe a-t-elle précipité le monde dans une guerre qui a duré 4 ans et qui a provoqué la mort de millions de personnes? Donc nous allons voir cela en 3 grands points. D'abord, nous allons revenir aux origines du conflit européen. Nous allons voir aussi ce qui s'est passé au cours de l'année 1914 et comment on a pu arriver à la guerre de position que nous connaissons comme image d'Épinal de la Première Guerre mondiale. Et nous allons enfin parler du conflit à l'extérieur de l'Europe, au-delà de ce que nous apprenons traditionnellement en cours ou dans les mémoires au sujet de la Première Guerre mondiale. Alors commençons par les origines européennes de cette Première Guerre mondiale, ce qu'on appellera plus tard la Grande Guerre. Dans les années 1900, on connaît une très grande vague de nationalisme agressif entre les puissances européennes. Comme on l'a vu en France, la question de l'Alsace et de la Moselle est toujours dans les esprits des vétérans de la guerre de 1870 qui sont encore en vie à ce moment-là et qui ont parlé de cette histoire à leurs enfants. On a également la question de l'Allemagne qui revendique des territoires de plus en plus vastes et qui demande toujours à être une puissance suprême sur l'ensemble de l'Europe. L'Autriche aussi d'ailleurs. Pour des raisons ou d'autres, on demande à chaque fois dans les esprits à revendiquer des territoires et la suprématie sur l'Europe, ce qui provoque des tensions diplomatiques. C'est le temps des grands empires. N'oublions pas que en Europe, à ce moment-là, la plupart des pays étaient dirigés par des monarchies. L'Empire de Russie, l'Autriche-Hongrie et le Royaume-Uni, pour prendre les exemples les plus connus. Et dans le cadre de ces tensions, on a de plus en plus d'incidents entre ces puissances. On a le cas, en 1870, de l'intervention des puissances européennes en Espagne pour l'élection d'un nouveau roi à la place des Bourbons. Et les Bourbons ont fini par revenir au pouvoir au milieu des années 1870. On a aussi d'autres tensions par la suite avec les nationalismes hongrois, serbes et autres qui remettent en cause l'autorité des empires. Tout cela engendre des perspectives de guerre, car qui dit volonté de puissance ou d'indépendance dit velléité militaire, belliqueuse. Dans tout ceci, 2 grandes alliances militaires vont se constituer. On a la Triple Alliance, composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie. En face, on a ce qu'on appelle la Triple Entente, la France et le Royaume-Uni qui se sont constitués ainsi dans le cadre de leur entente cordiale fondée en 1900, rejoint assez vite par la Russie. Les Romanov sont devenus cousins de la famille de Victoria. En plus de cela, les dépenses militaires augmentent dans la perspective et l'éventualité d'une guerre.
des armements de plus en plus perfectionnés et de plus en plus vives sont produites dans toutes les puissances militaires. Et on a le service militaire qui est raccourci et intensifié. Par exemple, en France, à la fin des années 1900, nous passons de 3 ans à 2 ans de formation militaire et de service militaire pour permettre d'obtenir des soldats de qualité afin de pouvoir intervenir en cas de guerre. Et il a fallu trouver un casus belli. On a déjà eu plusieurs problèmes d'anarchistes et autres avec des assassinats politiques. On a le cas du président Sadi Carnot, quatrième président de la Troisième République, assassiné par un anarchiste italien. On a le cas également de l'impératrice Sissi, impératrice d'Autriche-Hongrie, assassinée en Suisse par un déséquilibré. Ce qui va provoquer l'engrenage a lieu à Sarajevo. À Sarajevo, lors d'une visite d'État, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné par un nationaliste. En conséquence, une succession de déclarations de guerre ont lieu. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie, la Russie déclare la guerre à l'Allemagne, l'Allemagne déclare la guerre à la France et au Royaume-Uni. Et la guerre commence donc au courant du mois de septembre 1914. Les états-majors et les opinions publiques pensent à cette époque-là que ça va être rapide. Du fait des événements précédents où les guerres étaient assez courtes. Dans les esprits, avec toute la modernité, tout le monde pensait qu'ils allaient terminer la guerre avant Noël. Les événements vont montrer que pour attendre le prochain Noël pour la paix, il va falloir attendre très longtemps. En effet, à partir de septembre 1914, la guerre s'enclenche de manière traditionnelle dans le cadre d'une guerre de mouvement, de conquête de territoire. La mobilisation est décrétée partout. En Allemagne, en France, en Italie, ça ne se fait pas puisque l'Italie se déclare neutre et se retire de la Triple Alliance. Mais dans le reste de l'Europe, où il y a des alliances, la mobilisation est générale. La pratique est assez courante. Il y a une pratique très courante dans le cadre de la guerre, la conscription, c'est-à-dire un engagement militaire obligatoire pour tous les hommes de 21 ans minimum. En plus, on a des cas de volontariat chez les Alliés. Et donc, durant cette guerre, on va se retrouver avec une mobilisation de 70 millions de soldats. Tout aussi bien en Europe que dans le monde. En Europe, on se retrouve donc avec 2 grands fronts. Front ouest en août, l'Allemagne envahit la Belgique dès le mois d'août et entre en France, avançant très loin dans les terres. Donc, pardonnez-moi pour la petite erreur, ce n'est pas en septembre que la guerre commence vraiment, c'est déjà dès le mois d'août que les conflits ont lieu. En septembre, face à la menace que fait peser les forces allemandes sur Paris, le général Joseph Joffre remporte une victoire importante sur la Marne et oblige les Allemands à reculer. Sur le front Est,
la Prusse orientale est envahie par les Russes. Mais ils se, ils se font écraser par les forces allemandes à Tannenberg. Les Allemands étaient alors commandés par un général expérimenté mais qui était censé être à la retraite à cette époque-là, un certain Paul von Hindenburg. Et dès le mois d'octobre 1914, les fronts se stabilisent. Les forces militaires en présence sur chaque front se retrouvent quasiment à égalité en matière militaire et de mobilisation. Et en conséquence, sur les deux fronts, on est obligé de creuser des tranchées et de se maintenir en place pour essayer de maintenir l'ennemi à distance. C'est le début des guerres de position, la guerre de position. Dans le cas de la France, et je vous recommande de suivre des documentaires de la série Apocalypse, parlant de la Première Guerre mondiale. Le front ouest, entre l'Allemagne et la France, ainsi que le Royaume-Uni, le front ouest s'étend des côtes de la Manche jusqu'à la frontière nord de la Suisse, en, en passant le long des territoires du département du Nord, de la Lorraine et de la Franche-Comté, pour vous donner une vision géographique. Et avec l'organisation, on est obligé de s'organiser dans les tranchées. 3 rangées de tranchées différentes. La première directement au contact du bombardement avec les tirs d'armes à feu et de bombardiers, de canons. Là, on a les services. Deuxièmement, on a les tranchées de réserve et les tranchées les plus éloignées pour permettre aux soldats de se reposer. Pour vous donner une idée concrète. Si vous voulez entrer dans les détails, les documentaires Apocalypse sont faits pour vous. Et dans ces conditions, on est obligé de chercher de nouveaux alliés, en plus de ce que l'on a aussi. Du côté des empires centraux, à savoir l'Autriche et l'Allemagne, on fait appel par exemple à l'Empire ottoman en octobre 1914. Et on est obligé de chercher de nouvelles voies. Si on ne peut pas décoincer la situation par la terre, si on est obligé de grignoter quelques mètres ou dizaines de mètres par combat au risque de les perdre dans le cadre de ces guerres de position, on est obligé de passer par d'autres voies, par exemple par la mer. Le détroit des Dardanelles a été une idée défendue au sein du gouvernement britannique afin de décoincer la situation et de prendre l'Allemagne à revers. Il s'agit donc d'ouvrir un troisième front. Malheureusement, pour la Triple Alliance, cette position n'aboutit pas. Au contraire, c'est un véritable désastre. Quasiment la totalité de la marine britannique se retrouve décimée par des forces ottomanes en présence sur les côtes autour du détroit, ou alors dynamitées par des mines. Donc, un blocage total s'installe sur l'Europe. Mais ce n'est pas seulement en Europe que la guerre a lieu. En effet, d'autres États sont en guerre. Et oui, la Grande Guerre de 14 est une guerre mondiale depuis le début. On a une mobilisation des populations des empires coloniaux, français, britanniques, allemands.
tout aussi. Donc les colonies, les protectorats du côté français et les dominions, qui sont une subtilité entre le protectorat et une structure, euh, une structure d'État indépendant avec les principes défendus par les Britanniques. En conséquence, avec les colonies, on a un apport de soldats, de travailleurs et de matières premières pour l'armée en abondance, comme si les colonies étaient également impliquées dans ces guerres, alors qu'elles sont soumises par les métropoles. Sans compter que de l'autre côté, on a aussi le Japon qui s'implique notamment contre la Chine et d'autres puissances aux alentours. Mais c'est une autre histoire. Donc, avec la guerre de position, la guerre s'enlise. On n'arrive pas à décoincer la situation, et ce malgré une production d'armes de plus en plus intensive. On évolue vers une politique de guerre totale. Et en plus de ça, on utilise deux nouveaux grands engins dans cette guerre, les avions et les sous-marins. Au cours de cette guerre, d'autres pays s'impliquent. Donc le Japon au cours de l'automne 1914, l'Italie qui rejoint la Triple Alliance en 1915, la Roumanie en 1916 et la Chine et les États-Unis en 1917. La plupart de ces implications vont se tourner du côté de l'entente. Et on a également des questions autour des colonies. Et dans ces conditions, la situation évolue également du côté de l'entente. On a la prise du Togo et du Cameroun par la France et le Royaume-Uni, puis de Qingdao pour le Japon. Donc, toutes les grandes interventions extérieures à l'Europe sont plutôt favorables à la France, au Royaume-Uni et à la Russie. Mais, dans la pratique, comme on n'avance plus, la guerre s'enlise et s'éternise. Les rares moments de trêve apparaissent par-ci par-là, mais à de très rares occasions. On a par exemple la trêve de Noël de 1914 entre les Allemands et les Britanniques, ce qui reste exceptionnel. Mais pour le reste, la guerre dure et devient de plus en plus violente avec l'usage des armes. Et c'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me donner un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à donner des commentaires. Ça me permettra de voir ce que je pourrais faire pour faire évoluer la chaîne autant que possible. Merci de votre écoute, à très bientôt et bonne révision.